Donc bonjour et bienvenue à cette journée d'études Quel corps spatial. So welcome, good morning and welcome to this research day on which space bodies. Et on s'excuse, Manuela et moi, de vous faire démarrer aussi tôt le matin. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est extraordinairement tôt. Mais ça va être tellement intéressant que vous allez être super réveillés toute la journée. Donc, je continue en français cette présentation, mais nos présentations vont être en anglais pour nos amis anglophones. Je suis toujours un peu inquiète. Donc, voilà, j'ai le plaisir de vous présenter Manuela de Barros, qui est maîtresse de conférences en philosophie, esthétique et théorie des arts à l'Université Paris 8 et membre de l'équipe de recherche TeamMed. Et les recherches de Manuela portent dans le champ art, sciences, technologie, avec un lien aussi entre science et fiction. Et elle a notamment publié l'ouvrage Magie et technologie que vous trouverez sur la table dehors et que vous pourrez vous procurer également. À mon tour, je vais prendre ce micro-ci, de vous présenter Annick Bureau, qui est directrice de Leonardo Olatz, qui est critique d'art, qui est commissaire d'exposition, depuis toujours dans le champ art, sciences, technologie. C'est quand même une grande spécialiste française du rapport art-sciences. Elle suit la création et les recherches dans l'art en relation avec l'espace, tout l'espace extraterrestre, les questions d'exploration spatiale, etc., depuis de très nombreuses années. Et je suis très heureuse de cette collaboration avec elle. Merci. Donc la rencontre d'aujourd'hui est née du croisement de nos recherches et de nos activités. On a vraiment construit ce programme ensemble et ça s'inscrit, ce qui est important aussi, c'est que ça s'inscrit dans un programme de travail plus large à 3 ans, un chouïa perturbé par le Covid, mais comme tout le monde, et qui s'intitule « L'extension du domaine du vivant et intelligence ouverte ». Et donc, nos deux organisations se sont associées, Leonardo Olatz d'un côté et Paris 8 avec le laboratoire TeamMed et Artec de l'autre, mais on va maintenant vous présenter un petit peu le contexte de nos recherches individuelles, si je puis dire, et ensuite de ce programme qui encadre cette journée d'études, dans lequel s'inscrit cette journée d'études. Donc Leonardo Olatz, c'est la branche franco-européenne de Leonardo. Et Leonardo, c'est une revue qui est née en 1968 et qui, depuis son origine, s'intéresse à la création artistique en lien avec l'espace extraterrestre. On a publié à ce jour environ 90 articles et fait un certain nombre de couvertures que vous voyez là sur le sujet. Alors pourquoi est-ce que Leonardo s'intéresse à l'art dans sa relation à l'espace ? C'est peut-être parce que son fondateur, Frank Malina, qui était ingénieur en astronautique et cofondateur de JPL, le Jet Propulsion Laboratory, dont il sera question cet après-midi avec Mina, était aussi un artiste inscrit dans le courant de l'art cinétique et donc le fondateur de Leonardo. Donc quoi qu'il en soit, quelle qu'en soit la raison en tout cas, avec Leonardo Olatz, j'ai organisé et co-organisé entre 1997 et 2004 le Leonardo Space and the Arts Workshop qui se tenait à Paris et qui, après une longue pause de 2004 à 2019, que j'ai relancé en 2019, au regard de l'évolution du contexte spatial, des activités spatiales et notamment de l'arrivée des acteurs privés, mais aussi au regard de l'évolution de la création artistique dans ce domaine et évidemment l'arrivée de plus d'artistes et de jeunes artistes aussi. Et j'ai intitulé cette nouvelle série Space, Art and Science, dans l'idée d'ouvrir aussi à l'astronomie et pas de rester simplement dans l'astronautique. Donc 2019, c'était Visions for the 21st Century. Et en 2020, le workshop s'intitulait All Women Crew, et on verra pourquoi un peu plus tard. Il était prévu en mars 2020, donc il a été annulé à cause du Covid. Mais malgré cela, on a produit un certain nombre d'éléments liés à ce workshop, notamment les podcasts que vous pourrez retrouver sur le site d'Olatz. Et la rencontre d'aujourd'hui
et l'émanation, d'une certaine façon, de ce workshop qui n'a pas eu lieu. Alors, je vais essayer de parler un peu du monde universitaire, qui est un genre d'écosystème plus ou moins ouvert, composé d'un certain nombre d'entités organiques, parmi lesquelles certaines constituent des regroupements qui s'appellent laboratoires ou équipes de recherche, qui créent à leur tour des écosystèmes. Et ceux-ci ont une naissance, une filiation, une histoire, ils se modifient et parfois même ils meurent. TIMED est une équipe de recherche qui est la transformation d'une équipe plus ancienne par hybridation et assimilation de nouvelles composantes. Au départ entièrement tournée vers l'art numérique, sa mutation marque l'entrée d'approches théoriques et pratiques nouvelles dans l'art contemporain que le terme d'art numérique n'arrivait plus à recouvrir. Les pratiques de l'art contemporain ne se limitent pas à la production artistique elle-même. Elles incluent un ensemble d'activités ayant trait à l'expérimentation et à l'innovation, à l'interprétation et aux diverses modalités de diffusion. Cette équipe développe une articulation cohérente entre les pratiques artistiques et les approches théoriques les plus contemporaines. Nouvelles écritures numériques, post-cinéma, art sonore, design graphique, rapports étendus avec les publics, pratiques collaboratives, écosophie. Et ce n'est pas exhaustif comme liste. Elle est majoritairement composée d'artistes avec quelques théoriciennes et théoriciens, des historiens, des anthropologues, des philosophes. Mes collègues et moi-même, nous y développons des projets multiformes liés à ces questions. Et je mentionnerai celui que je mène depuis 2013 sur le thème art, science et fiction, parce qu'il a un rapport direct avec la thématique d'aujourd'hui. J'y étudie par des rencontres, des colloques comme celui-ci, des expositions et bien sûr dans des textes, les liens qu'entretiennent les sciences en tant que créatrices de formes et de mondes et les projections imaginaires qu'elles suscitent. Comment alors s'effectue le passage de la science à la fiction, de la recherche à la projection imaginaire? À travers cette question sont abordées les caractéristiques des rapports science, technologie, art, création littéraire et société, tout en envisageant les médias comme dispositifs techniques, sociaux et symboliques. Extension du domaine du vivant et intelligence ouverte est un projet de recherche sur 3 ans, en collaboration avec Leonardo Olatz et le CNAI, et porté par l'école de recherche universitaire Artec, avec beaucoup d'autres partenaires. Annick et moi-même avons envisagé de travailler ensemble depuis un moment. Avec ce projet commun, c'est la concrétisation de cette envie. Nous y avons trouvé l'occasion et les moyens de donner forme à ce que pourrait être le croisement et la confrontation créative de nos divers domaines de recherche, réflexion et rencontres, et d'y associer pleinement les étudiantes du master Artec et du master Écologie des arts et des médias de l'équipe TIMED. Nous nous sommes très facilement accordés sur une thématique à la fois très concentrée et ouverte, à savoir le vivant dans tous ses aspects connus sur notre planète, y compris avec les extensions artificielles, construites, hypothétiques ou encore fictionnelles, et surtout dans cette synergie de l'imaginaire artistique et de l'invention scientifique, ou de l'invention artistique et de l'imaginaire scientifique. Cette journée d'études est un événement majeur de la première année de notre collaboration, et nous allons nous y concentrer sur un cas particulier et extrême, en accueillant les propositions d'artistes et de chercheuses qui envoient ces corps dans l'espace extraterrestre. Donc vous avez... j'ai besoin du micro. Voilà, vous avez compris que ce projet est un projet qui implique plusieurs institutions et une équipe. Et nous tenons toutes les deux à remercier tous nos partenaires et tous nos soutiens. Et j'emprunte à Gerfried Stocker, qui est le directeur du festival Ars Electronica, ce qu'il appelle sa tapisserie de logos. Je trouve ça assez joli. La nôtre est un tout petit peu plus modeste en quantité, mais elle est d'égale qualité, dois-je dire. Et
Et nous voudrions ajouter à ces remerciements le Centre Wallonie-Bruxelles et ses équipes pour leur accueil, notamment Sarah Aneda, Stéphanie Pécourt et toute l'équipe technique, ainsi que les étudiantes et les étudiants des masters Artec et Écologie des arts et des médias, qui sont ceux qui vous ont accueillis et qui constituent le plus gros de l'équipe. Donc réception des participants de cette journée. Ils feront des captations vidéo et photographiques, ainsi que des textes de commentaires à venir. Et merci aussi à Elliot Eugénie qui fait la captation vidéo toute la journée. Voilà, donc maintenant nous allons faire l'introduction proprement dite à la rencontre d'aujourd'hui. Donc quel corps spatial? Il est évident que le sujet est énorme et qu'avec de multiples aspects, de multiples directions, et que chacune pourrait faire l'objet d'une rencontre de plusieurs jours à elle seule. Donc de toute évidence, la rencontre aujourd'hui ne prétend pas à l'exhaustivité, mais ce que nous souhaitons faire, c'est soulever un certain nombre de questions, aborder un certain nombre de questions que soulève notre accès à cet espace extraterrestre. Et donc, comme Manuela l'a dit, nous entendons le faire avec un croisement de regards, avec un point de vue pluriel venant d'artistes, de théoriciennes et aussi de scientifiques. Donc, quel corps spatial ? De cette question émergent au moins 3 autres questions que l'on va retrouver au fil de la journée. Donc, ça marche ? Ouais. Non, c'était pas ça. Voilà. Qu'est-ce que l'espace fait au corps? Donc, une fois qu'on a perdu l'atmosphère qui nous protège sur la Terre, une fois que l'effet de la gravité a été annulé, que se passe-t-il pour les corps? Que se passe-t-il pour les corps, aussi bien les corps vivants que les corps inertes, des objets et des matériaux que nous envoyons dans l'espace? Des radiations cosmiques qui sont problématiques pour la survie de ces corps, à la fascination qu'engendre l'apesanteur, mais qui pose aussi d'autres problèmes. Donc les 2 autres questions, quel corps pour l'espace et quel corps dans l'espace? Afin de s'assurer que les humains pouvaient y survivre, on a commencé par y envoyer d'autres mammifères. Mais il est clair que le corps qui est valorisé dans l'espace, le corps qui est glorieux, celui qui fait l'étoffe des héros, est de toute évidence le corps masculin, et un corps masculin sportif, on va dire, un corps masculin entraîné. Celui des femmes y apparaît encore comme un tantinet exotique, au point qu'en 2019, la sortie extravéhiculaire des 2 astronautes américaines, Christina Koch et Jessica Meyer, pouvait engendrer le titre All Women Crew. Alors, si ce titre avait été celui de journaux un peu à sensation ou je ne sais pas, de trucs dans les réseaux sociaux pour attirer les clics ou les lecteurs, on aurait peut-être admis. Mais dans le patch produit par la NASA, il est écrit « First All Women Space Walk », puisque donc ce All Women Crew, c'était la première fois qu'un équipage, une équipe de 2 astronautes femmes, faisait une sortie extravéhiculaire de la Station spatiale internationale. Alors quand on sait la culture du patch et l'attachement au patch, dont les agences spatiales s'en dit long quand même sur la façon dont sont regardées ou dont sont considérer les femmes aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est depuis quelque temps, on insiste à la mise en œuvre de différents programmes pour attirer les femmes dans les emplois, dans les postes, merci, qui sont liés à l'astronautique, hein, et notamment pour les astronautes. Et l'Agence spatiale européenne, qui a fait cette année une campagne de recrutement pour son corps des astronautes, a mis un accent extrêmement important sur les femmes par une campagne vraiment de communication extrêmement importante et à direction de tout un tas de gens. Et notamment par la création d'une poupée Barbie à l'effigie d'une des astronautes de l'Agence spatiale européenne, qui est italienne, et qui s'appelle Samantha Cristoforetti, laquelle est par ailleurs ingénieure et pilote de chasse. Mais voilà. Donc, en 60 ans, nous sommes passés de Barbarella à Barbie.
Ceci étant, j'ai relu Barbarella. Moi, je suis une grande fan de Barbarella. Donc, j'ai relu deux exemplaires de Barbarella, 2 histoires, dont la première. Et Barbarella est beaucoup moins sexiste sûrement, mais sexiste sûrement pas qu'on pourrait le croire. On constate aussi aujourd'hui l'arrivée dans l'espace extraterrestre, même si c'est pour des durées extrêmement brèves, de corps qui ne sont pas des corps de professionnels, c'est-à-dire qui sont des corps non surentraînés, des corps âgés et des corps de monsieur et madame tout le monde. Donc on a aussi là une autre question de ce qui se passe. Et enfin, il y a d'autres corps qu'on envoie dans l'espace et que l'on redécouvre périodiquement quand une découverte scientifique est faite, et qui sont ceux des sondes et des robots. Donc, au-delà de la dualité stérile qui oppose les missions habitées et les missions robotiques, les corps pour l'espace sont déjà des corps hybrides. Et le vaisseau spatial ou la combinaison qu'on appelle en anglais Life Support System sont un peu comme les carapaces des tortues, c'est-à-dire que l'animal qu'ils abritent ne peut s'en extraire sans mourir. Et de toute évidence, l'humain est déjà présent sur Mars à travers des corps de substitution que sont les rovers. Et ce corps de substitution est partagé entre un collectif de gens, les scientifiques, les pilotes des rovers, etc. Donc, quel va être ce corps qui est déjà un peu modifié ou potentiellement modifié? Comment peut-on imaginer qu'il sera modifié? Est-ce qu'il va être modifié mécaniquement? Et on entre là dans la figure du cyborg, ou aussi chimiquement par un ensemble de drogues. C'est aussi une question qu'on peut se poser. Dans l'espace, dans tous les cas, ce corps dans l'espace sera une multiplicité de corps, un écosystème au complet, qui inclut les micro-organismes, les bactéries, les virus, à commencer par ceux qui nous composent. Le corps, on ne peut pas stériliser un corps humain. S'il est stérilisé, il ne survit pas très très bien. Donc, ce qui est soulevé ici aussi, c'est la question de la contamination et la question lourde de la protection planétaire des autres planètes, pas seulement de la nôtre. Une contamination qui évidemment est catastrophique dans certaines recherches, dans une large part de la recherche scientifique, mais qui constitue la vie. Aller dans l'espace, c'est contaminer. Et dans l'espace, il y a aussi ce qu'on nomme joliment des corps célestes, j'aime beaucoup cette expression, qui sont parmi lesquels les comètes et les astéroïdes, et qui sont des corps inertes, mais qui promènent et disséminent les briques du vivant depuis des milliers d'années. Donc nous tenterons d'évoquer certaines de ces questions tout au long de cette journée. Je prends celui-là, parce que j'ai un texte, comme vous l'avez compris. Donc, l'objectif de cette journée d'études va être de montrer comment création artistique et recherche scientifique se répondent, et notamment pour la réflexion sur les mutations et les hybridations des nouvelles formes du vivant et de leurs environnements qui sont l'objet de ce projet de recherche. Les multiples corps dont vient de parler Annick sont pour la plupart des corps terrestres qui se sont adaptés pendant des millénaires à leur environnement et à l'interaction avec les éléments vivants ou non qui le composent, créant l'écosystème biosphère. Ce sont des organismes façonnés par la Terre avec sa gravité particulière dans ses divers biomes. Quitter la Terre est donc une gageure, biologique, scientifique, mais aussi économique et politique. Les intervenantes de cette journée nous montreront que notre univers s'est d'ores et déjà drastiquement étendu grâce à la conjonction de la science, de l'art et de la pensée. Autour de nous, en embrassant les formes de vie multiples, hors de nous et de nos prétendus assignements biologiques ou culturels, et au-delà de la planète Terre. C'est aussi un défi à une certaine logique qui demanderait à balayer devant sa porte avant d'aller chez le voisin. À partir de la phrase bien connue de Tsiolkovsky disant que la Terre est le berceau de l'humanité, que si la Terre est le berceau de l'humanité, aucun humain n'a envie de rester dans son berceau lorsqu'il devient adulte, on pourrait se demander ce qu'il en est lorsqu'on a mis le feu au berceau.
Et quel genre de maturité cela peut bien être? Comment imaginer de terraformer Mars quand on devrait songer à re-terraformer la Terre? Ces questions écologiques feront certainement partie des réflexions qui seront soulevées ici, associées au paradoxe du désir d'exploration anhistorique et sans limite imaginaire de l'humanité. Tous les astronautes parlent de leur émotion lorsqu'ils voient la planète bleue, The Blue Marble, photographiée pour la première fois par l'équipage d'Apollo 17 en 1972. Mais tous disent aussi que l'entraînement hors norme, la souffrance physique, le dur travail scientifique ne sont rien comparés à leur plus grande peur, risquer de ne pas pouvoir partir. Le rêve de parcourir les univers lointains, inconnus, radicalement différents de notre berceau, n'a pas de borne. On peut aussi se demander, alors que des décennies d'études et d'histoire culturelle, d'études de genre, de postcolonialisme ont profondément impacté nos catégories théoriques et modifié notre approche du monde, ce que cette exploration spatiale, que l'on appelle parfois conquête et qui projette des colonies dans l'espace, a à nous dire. À quel genre de monde elle renvoie? Qu'est-ce qu'elle propose? Avec quels acteurs et dans quel but? Les interrogations politiques, sociales, de hiérarchie de pouvoir que soulève la façon dont l'exploration spatiale est envisagée sont nombreuses. À côté de la recherche scientifique dont l'intérêt pour la connaissance est patent, le tourisme spatial, par exemple, laisse songeur. Et je rappelle que, par exemple, dans les envois de shuttle états-uniens dans les années 80, il y avait déjà, non pas du tourisme spatial, mais des non-astronautes dans l'espace. Donc les questions purement scientifiques et économiques quant à la faisabilité de certains projets sont également pléthores, comme l'a explicité par exemple l'astrophysicien exobiologiste Louis Dantecourt dans une tribune du Monde publiée en août dernier et qui a été beaucoup relayée. Alors nous ne pourrons pas aborder toutes ces questions dans cette journée, une semaine n'y suffirait pas, mais puisqu'après tout je travaille entre la science et la fiction, je voudrais terminer en laissant notre imaginaire digresser sur l'opportunité qu'offre ce monde lointain à venir, encore entièrement à construire, avec toutefois l'histoire de la Terre comme bagage. Dans sa réflexion sur les nécessaires renouvellements de la gouvernance au temps de l'Anthropocène, Mackenzie Wark, dans son livre Molecular Red, utilise des romans de Kim Stanley Robinson comme base narrative pour repenser le travail collaboratif, inventer de nouvelles formes d'organisation et construire de nouvelles croyances nécessaires pour transformer la nature. Dans ce cas-là, la nature est Mars. Elle voit dans la trilogie de Mars l'invention d'une grammaire qui pourrait venir après celle du réalisme capitaliste. L'équipage russo-américain est dirigé par 2 bureaucrates de l'espace et de la science qui sont mis au défi par des idéalistes politiques. Robinson a de nombreuses références utopiques comme la Corporation basque Mondragon, l'autogestion socialiste yougoslave, le Cercle rouge de Bologne, etc. Et un autre type d'utopie, la station scientifique de l'Antarctique où il a séjourné en tant qu'écrivain invité. Nous n'avons pas le temps ici d'approfondir le système complexe d'une société en transformation, mais comme le dit un personnage, une station de recherche scientifique est en fait un petit modèle d'utopie préhistorique taillé dans l'économie monétaire internationale par des primates intelligents qui veulent bien vivre. La colonisation de Mars crée une nouvelle frontière entre les formes de vie exploitantes et militarisées qui les envoient tous là-bas. Les révolutions martiennes sont la lutte de la classe ouvrière contre les entreprises, des armées privées, les hiérarchies autoreproductives. En d'autres termes, le colonialisme contre l'existence indépendante basée sur une nouvelle réalité environnementale et des attentes différentes. Un vieux modèle pour un nouveau monde. La victoire sur la propriété et le patriarcat viendra, mais cela prendra des générations. À la fin du premier livre, un personnage masculin dit « Ce sont des temps qui mettent à l'épreuve l'âme des hommes ». Et son interlocutrice lui rétorque « Les femmes, cependant, y arrivent bien ».